L'amour et la littérature ont souvent partagé le même lit. Certains écrivains ont vécu des passions qui ont marqué l'histoire presque autant que leurs œuvres. De la complicité intellectuelle de Sartre et Beauvoir à l'amour sulfureux de Verlaine et Rimbaud, en passant par les tourments de Musset et George Sand, ces amours ont été aussi intenses que littéraires. Voici 4 histoires d'amour où les mots ont embrassé les cœurs et parfois brisé des vies. Commençons les relations mythiques par deux des plus grands philosophes du siècle dernier, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, un couple mythique mais pas comme les autres. Ils se rencontrent en 1929 à la Sorbonne. Jean-Paul est brillant, Simone aussi. Les deux camarades préparent l'agrégation de philosophie et la jeune de Beauvoir arrive deuxième du concours alors qu'elle n'est âgée que de 21 ans. Bien évidemment, le premier du concours fut Jean-Paul Sartre alors âgé de 24 ans. Celui-ci fut longtemps moqué pour son strabisme, mais la jeune Simone vit en lui un esprit plein de vivacité et les deux intellectuels prennent alors plaisir à se côtoyer. Les deux amants voient la distance les séparer physiquement, Sartre étant muté au Havre alors que de Beauvoir est envoyé à Marseille. Ils refusent tous les deux de se marier sans pour autant envisager une rupture. Les deux philosophes vont alors sceller un pacte de 2 ans renouvelable qui leur permet de distinguer leurs relations amoureuses qu'ils jugent nécessaires de leurs amours disons secondaires. Le ciment de cette relation doit être l'honnêteté et les deux amants s'engagent à ne jamais rien se cacher l'un à l'autre. L'idée essentielle de ce pacte, qu'ils appelleront Castor en référence à ces animaux qui vivent ensemble avec l'idée de construire quelque chose de bien plus grand qu'eux et de mettre en avant leurs épanouissements personnels. Ainsi, ils ont parfois été en couple avec d'autres, comme lorsque Simone de Beauvoir tomba amoureuse de Nelson Algren avec une passion de presque 17 ans, tandis que Sartre enchaîna les relations avec des femmes souvent bien plus jeunes que lui. Mais ils ont également formé un célèbre couple avec l'actrice Olga Kozakiewicz. Leur relation est aussi philosophique qu'amoureuse. L'un et l'autre se sont donné des conseils et grâce à l'autre, Sartre écrit notamment La nausée, tandis que Simone de Beauvoir signe Le deuxième sexe. Ils militent, voyagent, rencontrent des figures de gauche telles que Mao Tse-tung ou Fidel Castro et se soutiennent. Ils auront ainsi formé l'un des duos les plus fascinants du XXe siècle. Mais parmi les auteurs qui s'inspirent mutuellement, on peut aussi parler de deux grands noms de la littérature française. C'est au Café La Coupole dans le quartier de Montparnasse que Louis Aragon aperçut pour la première fois de sa vie les yeux d'Elsa Triolet. Il tombe alors fou amoureux et il dira plus tard qu'ils n'avaient ensuite plus jamais pu se quitter. Ensemble, ils discutent, écrivent et vont parfois militer pour la cause communiste. Ils se marient ensemble en 1939 avant d'emménager en 1951 au moulin de Villeneuve. Ils vivent ensemble une vie de bonheur partagé jusqu'à ce que la mort ne les sépare. Le 16 juin 1970, Elsa Triolet succombe à un malaise cardiaque dans leur propriété. À compter de ce jour, Aragon cessa de changer la date de son calendrier, arrêtant ainsi de compter les jours. Les deux amants ont laissé une trace indélébile sur le monde de la littérature. Elsa Triolet, qui fut la première femme à remporter le prix Goncourt avec son ouvrage Le premier accro coûte 200 francs, fut également une formidable passerelle entre la littérature française et la littérature russe, traduisant dans les deux langues de nombreux ouvrages de grands écrivains, de Céline à Anton Tchekhov, en passant par Aragon et Nicolas Gogol. Quant à Louis Aragon, il ne cessera jamais de clamer que son œuvre n'aurait jamais pu être ce qu'elle a été sans sa muse, qu'il décrit alors comme étant l'aventure intellectuelle de sa vie. Il restera à jamais connu pour ses romans et surtout pour ses magnifiques poèmes. La poésie est d'ailleurs le fer de lance des deux prochains auteurs que l'on va évoquer. La relation entre Paul Verlaine et Arthur Rimbaud est probablement l'une des plus scandaleuses de l'histoire de la littérature. Il est très compliqué de savoir à quand remonte la relation épistolaire entre les deux poètes. La seule chose dont nous sommes à peu près sûrs, c'est que Verlaine, qui est impressionné par les écrits du jeune poète de 16 ans, invite le jeune Rimbaud à le rejoindre à Paris. Verlaine, qui a 10 ans de plus que Rimbaud, est alors déjà marié et sa femme attend un enfant de lui, le futur Georges Verlaine. Elle verra d'un très mauvais œil l'arrivée de Rimbaud, qui sera d'ailleurs l'une des causes de son divorce avec son mari. Il faut dire que Verlaine était littéralement alcoolique et devenait rapidement violent quand il était sous l'emprise de l'alcool. Le départ de Mathilde Mottet semblait alors laisser le champ libre au couple Rimbaud-Verlaine, mais Verlaine, qui était instable et souvent sous l'emprise de l'absinthe, ne savait pas s'il devait sauver son couple avec Mathilde Mottet ou s'il devait sauver son aventure avec Rimbaud. Mais celui-ci était littéralement un sale gosse, enchaînant les scandales et parfois les actes violents dans le milieu parisien, comme lorsqu'il frappa un homme dans le cercle des poètes sutiques, dans lequel Verlaine l'avait fait rentrer. Les deux amants s'exilèrent un temps en Angleterre, proposant alors des cours de français pour survivre. Mais en juillet 1873, Verlaine décide sur un coup de tête de reconquérir Mathilde Mottet, menaçant de se mettre une balle dans la tête si elle finissait par le rejeter. Rimbaud finit par le rejoindre en Belgique, mais le 10 juillet, il annonce à Verlaine qu'il veut rentrer seul à Paris.
Verlaine, alors alcoolisé et pris par la panique de voir son amant lui échapper, tire 2 coups de revolver sur Rimbaud qui sera superficiellement blessé au bras. Cet épisode met fin à leur relation amoureuse et contraint Verlaine à passer un peu plus d'1 an derrière les barreaux. Cependant, cela ne marqua pas pour autant la fin de leur relation puisque les deux poètes continuèrent d'échanger quelques correspondances de temps à autre. Il n'était d'ailleurs pas rare que Verlaine, manipulé par Rimbaud, envoie quelques sommes d'argent à ce dernier. Les deux amants ne furent pas les seuls auteurs à connaître une passion incandescente. En effet, la relation entre Alfred de Musset et George Sand, de son vrai nom Aurore Dupin, fut marquée par un amour dévorant. Les deux écrivains se sont rencontrés au cours de l'été 1833 et ces deux jeunes pleins de promesses vont alors s'échanger de nombreuses lettres dont certaines resteront célèbres. Musset est alors persuadé que leur couple restera iconique et que l'on parlera d'eux dans les siècles à venir comme on parle de Roméo et Juliette. Il le confie d'ailleurs à son amante au cours de l'une de leurs correspondances. En 1834, ils vont alors tous les deux à Venise, mais George Sand tombe malade et doit rester alité. Musset, qui est pourtant très jaloux, reprend sa vie de fripon et trompe sa bien-aimée. Mais lorsque c'est à son tour de tomber malade, George Sand reste à son chevet mais se rapproche du jeune médecin de Musset appelé Pietro Pagello. Alfred de Musset ne digère pas cette trahison et les deux amants échangent alors des lettres où passion et reproche s'alternent tour à tour. S'ils tentent à nouveau de se rapprocher, Musset finit par ignorer les lettres de Sand malgré ses gages d'honnêteté, comme lorsqu'elle s'engage à lui donner une mèche de cheveux. Cette histoire inspirera la confession d'un enfant du siècle à Musset, tandis que George Sand évoquera tout cela dans Elle et lui, publiant aussi quelques correspondances avec Musset. Ces histoires ont forgé des légendes littéraires, mais également quelques chefs-d'œuvre. L'amour, dans toute sa beauté et sa douleur, devient ici une matière littéraire dont les ressources semblent intarissables.